Bonjour et bienvenue dans ce nouveau décryptage. Plongeons directement dans le vif du sujet, l'idée absolument fascinante que chaque organisme vivant abrite un véritable zoo invisible. Plantons un peu le décor. Imaginons une superbe et chaude journée au zoo de San Diego. Au beau milieu de l'effervescence, on s'approche d'un petit animal appelé Baba, qui se fait délicatement frotter le visage, le ventre et les pattes avec des cotons-tiges. Baba est un pangolin à ventre plan, une sorte de croisement assez surréaliste entre un fourmilier et une pomme de pine géante. Il est super calme, il ne bronche pas du tout. Mais la vraie magie, c'est ce que le scientifique est en train de récolter sur ce coton-tige. Ce n'est pas juste de l'ADN de pangolin, c'est un univers tout entier, littéralement grouillant de vie, tapi juste là, à la surface même de ses écailles. Et en fait, ça nous amène à une réalité scientifique hallucinante. Ce petit pangolin, tout comme absolument n'importe quel autre animal visible sur cette planète, n'est pas juste un individu isolé. C'est carrément un collectif, une sorte d'archipel ambulant réunissant de multiples espèces. Il y a cette célèbre citation du poète Walt Whitman qui dit « Je suis vaste, je contiens des multitudes ». On la prend souvent comme une belle métaphore philosophique, mais biologiquement parlant, c'est d'une précision redoutable. Chaque créature qui marche, nage ou vole sert littéralement de métropole à des colonies gigantesques d'organismes microscopiques. Mais parlons chiffres une seconde, juste pour prendre la mesure de ce microbiome. Pendant très longtemps, on a entendu circuler pas mal de mythes sur la quantité exacte de microbes qu'on héberge. Aujourd'hui, les données les plus solides montrent qu'un corps humain moyen est constitué d'environ 30 000 milliards de cellules humaines. D'accord. Mais face à ça, on compte la bagatelle de 39 000 milliards de cellules microbiennes. C'est tout simplement vertigineux. En fait, si on compte simplement le nombre de cellules, nous sommes minoritaires dans notre propre corps. Une énorme part de l'organisme humain appartient en réalité à des bactéries, des champignons et des archaïes, qui squattent la peau, la bouche ou l'intestin. Section 1. Découvrir des multitudes cachées, un calendrier du temps profond. Pour vraiment capter l'ampleur de ce partenariat, il faut faire un grand bond en arrière. Regardons un peu l'histoire de la Terre pour voir depuis quand ces multitudes invisibles gèrent les affaires de la planète, bien avant que la science ne s'y intéresse. L'image parfaite pour ça, c'est de condenser les 4,5 milliards d'années d'existence de la Terre en une seule année civile. Sur cette frise du temps, les microbes débarquent très tôt, dès le mois de mars. Et ensuite, ils ont littéralement le monopole de la planète pendant de longs mois. Les organismes un peu plus complexes, ceux avec un noyau, n'arrivent qu'en juillet. Et les humains, avec tous les autres animaux et plantes qu'on peut voir à l'œil nu. Nous sommes les retardataires absolus. L'apparition de l'humanité sur ce calendrier se joue dans la toute dernière demi-heure du 31 décembre. Autant dire que les microbes ont eu le temps de tout façonner, très longtemps avant notre arrivée. Le plus fou, c'est que la science a complètement ignoré cette écrasante majorité du vivant pendant presque toute notre existence. Il a fallu attendre les années 1670, quand un curieux mercier néerlandais nommé Anthony van Leeuwenhoek s'est mis à fabriquer à la main ses propres lentilles grossissantes, des lentilles d'une qualité inédite pour l'époque. En examinant une simple goutte d'eau de lac, puis la plaque de ses propres dents, il est devenu le tout premier être humain à poser les yeux sur ce qu'il a décrit comme de minuscules animaux, je cite, se déplaçant très joliment. Ce petit moment de curiosité a été l'étincelle décisive qui a ouvert les portes de l'univers microbien. Bon, l'ambiance n'est malheureusement pas restée aussi émerveillée très longtemps. Au XIXe siècle, la relation avec les microbes a pris un virage particulièrement sombre. Des géants de la science comme Louis Pasteur et Robert Koch ont prouvé que certaines bactéries causaient des maladies redoutables, comme le charbon ou la tuberculose. C'est la naissance de la fameuse théorie des germes. Et c'est un biais cognitif monumental qui persiste massivement aujourd'hui. L'idée que les microbes sont des envahisseurs militaires dans une guerre d'éradication totale. Sauf qu'en parallèle, il existait une autre école de pensée, souvent ignorée. Des scientifiques étudiaient l'écologie, les sols, les plantes, et ils disaient « Attendez une minute, ces microbes ne sont pas des tueurs, ce sont d'indispensables recycleurs, des partenaires écosystémiques sans qui la vie sur Terre s'effondrerait sur le champ. » Section 2. Élargir l'arbre de la vie, la révolution génomique. Pendant des siècles, le gros obstacle pour la science, c'était ce qu'on appelle la majorité non cultivable. En clair, on essayait de faire pousser ces microbes en laboratoire dans des boîtes de pétri, mais l'immense majorité refusait tout simplement de se développer. Il fallait d'urgence un nouveau moyen de lire le livre de la nature. Et là, la métagénomique a débarqué. C'est une véritable révolution. Des pionniers audacieux comme Carl Lewis et Norman Pace ont eu un éclair de génie. Pourquoi s'acharner à isoler des cellules en labo? Allons plutôt puiser l'ADN directement à la source. Ils sont partis dans des environnements extrêmes, comme les sources bouillantes de Yellowstone, et ont séquencé les gènes trouvés directement dans l'eau chaude. Cette percée a complètement redessiné notre vision de l'arbre du vivant, menant carrément à la découverte d'un domaine entier de la vie dont on ignorait tout, celui des archées. Section 3. Les microbes comme constructeurs de corps. Le calmar sépiole d'Hawaï.
S'il faut une preuve irréfutable pour démontrer que les microbes sont loin d'être de simples passagers mais bien de véritables sculpteurs de notre corps, il suffit d'admirer les travaux de Margaret McFall Guy sur le calmar sépiole d'Hawaï. C'est une petite créature marine absolument magnifique qui naît pourtant totalement stérile et vulnérable. Mais très vite, une incroyable négociation biologique se met en place avec une bactérie luminescente appelée Vibrio fischeri. Étape 1. Le petit calmar utilise de minuscules cils pour piéger spécifiquement cette bactérie. Étape 2, ce contact déclenche un cocktail chimique qui agit comme un physionomiste à l'entrée d'un club select, repoussant toutes les autres bactéries. Et l'étape 3, c'est là que la magie opère. La bactérie pousse l'organe du calmar à se remodeler physiquement, verrouillant littéralement les portes derrière elle pour sécuriser son nouveau foyer. Le calmar gagne au passage une lumière ventrale qui efface son ombre dans l'eau, une parfaite cape d'invisibilité biologique offerte par des bactéries. Et cette histoire fascinante a littéralement forcé la science à changer son vocabulaire. Pendant longtemps, on a identifié certaines molécules bactériennes comme des déclencheurs de notre système immunitaire et on les appelait des PAMP. C'est un acronyme signifiant motif associé au pathogène. En gros, on les voyait comme des signaux d'alarme dangereux. Mais avec l'histoire de notre petit calmar sépiole, il a été prouvé que ces mêmes molécules sont en fait responsables de l'élaboration d'un organe parfaitement sain. L'acronyme a donc été intelligemment rebaptisé MAMP, en remplaçant pathogène par microbe. Ça n'a peut-être l'air de rien, mais c'est un changement de paradigme fondamental. Les microbes envoient des signaux chimiques qui instruisent et dirigent le développement de leur hôte. Et pour vraiment capter à quel point ce développement externalisé est essentiel, il suffit de regarder ce qui se passe quand on enlève les microbes de l'équation. Les chercheurs ont élevé des souris et des poissons zèbres dans des bulles de laboratoire hermétiques, sans l'ombre d'un germe. Eh bien, les résultats sont catastrophiques. Sans l'aide de ces partenaires microbiens, ces animaux souffrent de graves lacunes physiques. Intestin sous-développé, barrière intestinale qui fuit de partout, réseau de vaisseaux sanguins dramatiquement appauvris et un système immunitaire en chute libre. La conclusion est frappante. La biologie a carrément sous-traité une part immense des instructions de construction de son corps à la nature microbienne. Sans elle, impossible de se développer correctement. Section 4. Redéfinir l'individu, nous sommes légion. Tout ceci nous mène tout droit vers un véritable mur philosophique. Si des éléments aussi vitaux de notre corps dépendent du microbiome, on est obligé de repenser entièrement la notion même de l'individu. L'influence omniprésente de ces écosystèmes invisibles brouille toutes les frontières de l'identité biologique. Essayons un instant de définir un organisme uniquement par son anatomie, impossible, les microbes y vivent et en font physiquement partie. Par sa génétique, le microbiome apporte un réservoir de gènes des centaines de fois supérieur aux gènes humains. Par son développement, on vient tout juste de voir comment il sculpte littéralement nos organes physiques. La conclusion est sans appel. D'un point de vue biologique, ce qu'on considère habituellement comme un « je » unifié n'a jamais été en réalité qu'un vaste et complexe « nous ». Ce qui nous laisse avec cette ultime question vertigineuse sur laquelle je vous invite à méditer. Si ces multitudes invisibles façonnent l'anatomie, forgent le système immunitaire, nous aident à digérer et surpassent numériquement nos propres cellules, qu'est-ce que ça signifie réellement d'être un individu ? Repenser la vie à travers ce prisme pulvérise l'ancien biais dictant qu'il faut éliminer à tout prix le moindre germe. Il devient clair que regarder le monde animal à travers la lentille microbienne révèle une collaboration spectaculaire. C'est une réflexion captivante qui invite à redécouvrir notre propre identité, non plus comme une forteresse isolée, mais comme un vaste écosystème florissant.